Salam chère audience, dans cette vidéo nous allons voir les applications de la protéomique en clinique. La protéomique offre aux biologistes les clés de porte que le séquençage de l'ADN ne peut pas les ouvrir. En effet, la génomique ne permet pas de saisir toute la complexité du fonctionnement cellulaire. Toutefois, un ARN n'a qu'une seule fonction, celle de porter temporairement une information. De plus, son expression ne conduit pas directement à l'expression des molécules dont dépend la vie cellulaire. Donc l'analyse des protéines permet de prendre en compte l'ensemble des modifications phénotypiques depuis les régulations transcriptionnelles jusqu'aux régulations post-traductionnelles. Du moment qu'une molécule apparaît ou disparaît entre deux états physiologiques, qu'elle soit impliquée dans la physiopathologie ou qu'elle soit impliquée, qu'elle soit un produit simple de dégradation, c'est-à-dire qu'elle soit présente dans une cellule malade ou dans une cellule saine, elle peut en principe être détectée par la protéomique et devenir par conséquent une molécule intéressante pour le diagnostic. L'étude de la structure de la protéine peut renseigner sur les mécanismes, c'est-à-dire la fonction biochimique, et de là sur le rôle, c'est-à-dire la fonction biologique des protéines. La possibilité d'analyser le protéome d'une cellule, que ce soit saine ou pathologique, ou traitée par une drogue, ou bien modifiée génétiquement, ou soumise à un stress, est un outil puissant au niveau d'études fondamentales dans la biochimie des protéines qu'au niveau d'études appliquées. Les exemples d'application de la protéomique en clinique sont diverses. Donc, elle est appliquée en oncologie pour la recherche et la découverte de nouveaux marqueurs biologiques qui permettent le diagnostic, le pronostic et le suivi thérapeutique des cancers. Elle est appliquée également dans les pathologies de système nerveux telles que l'Alzheimer, la schizophrénie. Elle est appliquée dans les pathologies cardiaques et dans les maladies infectieuses. Et elle est appliquée aussi pour l'infection des études toxicologiques, etc. etc. L'exemple de technique protéomique utilisée pour la quantification des protéines est la 2D-DIG et la technologie aussi ECAT. Ces techniques protéomiques sont appliquées dans le cas de maladies infectieuses, notamment les maladies induites par les nouveaux agents infectieux tels que le SARS-CoV-2, le HIV, l'Ebola, etc. Citons par exemple le virus de corona, c'est l'étude protéomique qui a permis d'identifier quelles sont parmi toutes les protéines qui sont portées par le virus, celles qui sont impliquées dans un premier lieu dans son interaction avec les cellules hôtes humaines et dans un deuxième lieu celles qui sont impliquées dans sa multiplication et dans son fonctionnement, c'est-à-dire dans son mode d'action. Ce qui a été découvert, c'est que la protéine S est impliquée dans son internalisation dans la cellule hôte. C'est grâce aux techniques protéomiques qu'on a pu identifier ce type de protéines et le mécanisme d'interaction du virus avec les cellules humaines. Ça a été appliqué également pour, par exemple, dans certaines pathologies infectieuses dû à une bactérie, parfois même si on traite cette maladie infectieuse par un antibiotique, donc on ne va pas avoir l'effet thérapeutique. Et ça c'est dû à quoi? Donc ça c'est dû donc c'est que cette bactérie a acquis une résistance à cet antibiotique. Donc à ce niveau-là, on doit passer à un autre type d'antibiotique et parfois nous avons de résistance à cet antibiotique, ce qui va créer la difficulté de guérison. Grâce à l'étude protéomique, ce qui a été fait, c'est de comparer le profil protéique de la bactérie résistante afin d'identifier le mécanisme de résistance. Cette résistance à l'antibiotique est due à quoi? Donc c'est quoi ce mécanisme de résistance? Donc par exemple, une protéine qui est exprimée exclusivement dans le cas de la résistance
de cette bactérie envers l'antibiotique. Euh, Est-ce que par exemple c'est une... donc on va voir, est-ce que ça c'est dû à quoi cette résistance? Est-ce que ça c'est dû à une mutation? Donc toutes les protéines sont exprimées de la même manière, mais il y a une protéine qui est mutée. Et c'est ce qui permet d'avoir cette résistance. Donc on va identifier ce mécanisme de résistance en se basant sur le profil protéique des deux bactéries, c'est-à-dire la bactérie d'origine qui n'est pas résistante, qui est sensible, et la nouvelle bactérie qui est devenue résistante à l'antibiotique. Alors, les techniques protéomiques sont également appliquées dans les pathologies cardiaques. Donc, le tissu fréquemment atteint dans ce type de pathologie, c'est le myocarde, qui est un tissu musculaire du cœur. Donc, les maladies cardiaques sont souvent multifactorielles. Ainsi, la capacité d'obtenir une vue globale des changements d'expression dans les cellules du myocarde pour les cas d'hypertension, d'ischémie, d'arrêt cardiaque ou de la cardiomyopathie dilatée permet une meilleure compréhension des mécanismes causant ces maladies. Donc, par exemple, la comparaison des gels 2D des cellules du myocarde saines et hypertrophiées, état de cellules dans le cas d'hypertension, d'infarctus ou de la cardiomyopathie dilatée, in vitro a permis d'identifier 11 protéines changeant de taux d'expression dans 5 isoformes de la chaîne légère de l'actine, qui est une protéine de cytosquelette impliquée dans les mouvements cellulaires, démontre l'implication du système de contraction dans ces maladies. Alors, donc je m'explique. Afin de savoir le type de mécanisme impliqué dans ces pathologies-là, donc ce qui est fait, c'est l'étude du profil protéique des cellules de myocarde. Ce qui a été révélé, c'est que certaines protéines responsables de ces maladies-là, telles que les protéines de cytosquelette, comme l'actine, impliquées dans la contraction des muscles cardiaques, subissent un changement dans leur expression. Donc, ce changement dans leur expression, c'est ce qui va induire cette maladie cardiaque. Donc, c'est la quantification comparative du profil protéique du tissu de myocarde, du tissu cardiaque. Donc, le myocarde qui est constitué de cellules musculaires cardiaques, qui va permettre de révéler, donc cette quantification qui va permettre de révéler cette différence d'expression des protéines impliquées dans la contraction des muscles cardiaques. Et ce qui a permis de comprendre le mécanisme de ce type de maladie et d'avoir des cibles thérapeutiques. Donc si je sais que cette maladie est induite par une altération de cette protéine qui appartient au cytosquelette comme l'actine, donc je peux intervenir à ce niveau-là afin d'avoir un effet thérapeutique. C'est une fois avoir déjà le mécanisme pour pouvoir diagnostiquer la maladie. Et dans un autre côté, c'est d'avoir une cible thérapeutique afin d'établir de nouveaux médicaments pour ce type de pathologie. C'est toujours les techniques protéomiques de quantification comparative qui permettent de révéler cette différence entre deux états, un état normal ou physiologique et un état pathologique, donc ce qui permet d'identifier des marqueurs de diagnostic, de donner un pronostic et de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc la première application de la protéomique en oncologie, c'est pour la découverte et la recherche de biomarqueurs. Alors la comparaison des profils protéiques sur gel 2D de personnes atteintes de cancer et de personnes saines, suivie d'une étude en spectrométrie de masse pour identifier les protéines, fournit un outil pour la découverte de marqueurs pour chaque type de cancer. Ces nouveaux marqueurs peuvent être essentiels pour établir des diagnostics plus précoces et plus précis, mais peuvent également devenir de nouvelles cibles thérapeutiques et permettent ainsi d'entrevoir de nouvelles drogues anticancérigènes. De la même façon, des études de profil protéique ont été réalisées sur le cancer du sein qui montrent la diminution d'expression de différents membres de la famille des cytokératines
et de certaines isoformes de la tropomyosine, associées à la progression du cancer. De plus, ils ont observé l'augmentation d'expression des antigènes nucléaires, de prolifération cellulaire et de protéines du stress. Donc, la deuxième application, c'est de la protéomique, c'est dans l'identification des voies de signalisation, c'est-à-dire quelle est la voie ou quelle est la cascade de réaction qui permet l'apparition de ce type de cancer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eux comme changement, quels sont les mécanismes qui ont permis la transformation d'une cellule normale vers une cellule cancéreuse. Donc alors, comment on peut révéler ces voies-là? En étudiant les interactions protéine-protéine, on pourra savoir quelle est la protéine qui a pu activer une autre protéine et ensuite une autre protéine jusqu'à avoir des changements qui ont induit la transformation d'une cellule saine à une cellule cancéreuse. Si on pourra identifier la protéine qui est responsable de cette transformation ou cette protéine qui permet la reproduction ou la multiplication de la cellule cancéreuse, donc on pourra identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Si la protéine est déjà identifiée, l'inhibition de cette protéine va inhiber la multiplication de la cellule cancéreuse. Si on arrive à identifier la voie qui permet la transformation d'une cellule normale à une cellule cancéreuse, ou la voie qui permet la multiplication de cette cellule cancéreuse, donc on sait quelles sont les molécules clés de cette voie. Parmi ces molécules, il y aura des protéines. Donc on sait que la protéine est impliquée dans cette multiplication, cette transformation d'une cellule normale à une cellule cancéreuse. Donc cette protéine-là va jouer le rôle d'une cible qu'on peut inhiber dans un but thérapeutique. On va chercher dans cette protéine des inhibiteurs, pour cette protéine des inhibiteurs spécifiques afin de l'inhiber et c'est ce qui va créer une nouvelle thérapie pour ce type de cancer. Donc, récapitulatif, l'application en oncologie de la protéomique, elle a pour un premier intérêt, c'est pour identifier des marqueurs de diagnostic. Et deuxièmement, c'est pour élucider les voies de signalisation afin d'établir de nouvelles approches thérapeutiques. Un autre exemple d'application de la protéomique, c'est dans les pathologies du système nerveux central. Ces pathologies-là sont caractérisées par une altération de certaines protéines. Et afin d'étudier ces maladies, il est préférable d'étudier le profil protéique de liquide céphalorachidien et du sérum, qui permet de voir les changements du profil d'expression protéique tout au long d'une maladie et de découvrir quelles sont les protéines impliquées dans le développement de la pathologie. Ainsi, dans le cas de la maladie d'Alzheimer ou de la schizophrénie, des études ont démontré que l'expression de diverses protéines synaptiques était altérée. Afin de comprendre le développement des maladies, il est également possible d'étudier le renouvellement des protéines, c'est-à-dire l'équilibre contrôlé entre leur production et leur dégradation. Des expériences protéomiques complexes fondées sur du traçage isotopique ont permis de déterminer la dynamique de renouvellement des protéines constituant le liquide céphalorachidien chez l'humain. Ces travaux ouvrent des pistes très prometteuses pour mieux comprendre le développement et améliorer le diagnostic de maladies neurodégénératives dans lesquelles cet équilibre entre production et dégradation est altéré, conduisant à l'accumulation pathologique de protéines. C'est notamment le cas de maladies d'Alzheimer. Par exemple, j'ai un patient à l'état normal, c'est-à-dire à l'état physiologique. Le taux de ces protéines est normal. Et un patient qui est atteint d'une maladie du système nerveux, telle que la maladie d'Alzheimer. Si on va faire l'analyse, on va révéler une diminution du taux de ces protéines. Donc ces protéines-là deviennent des marqueurs de diagnostic pour ce type de maladie du système nerveux. Une dernière application des techniques protéomiques, c'est en pharmacologie pour la recherche de nouveaux médicaments par la mise en évidence de nouvelles cibles protéiques. Et dans les études toxicologiques afin d'étudier ou d'évaluer les effets secondaires d'un médicament sur les échantillons biologiques. Donc après
élaboration de nouveaux médicaments, c'est-à-dire avant leur mise sur le marché, ou parfois même sur un nouveau médicament qui est en cours d'utilisation. Donc, on effectue une évaluation de ces effets secondaires qui peuvent atteindre plusieurs organes. Donc, ce sont des effets délétères sur le foie, sur le rein et ainsi de suite. Donc, des effets toxicologiques utilisent fréquemment les analyses protéomiques pour comprendre le mécanisme d'action d'une drogue ou pour identifier ses cibles. Alors, c'est l'étude de profil protéique, des protéines exprimées par exemple par une cellule rénale après l'administration de ce médicament et avant son administration, ce qui va nous permettre d'avoir ce changement au niveau de profil protéique et de savoir est-ce que ce médicament induit une toxicité au niveau du rein ou pas. Escher et ses collaborateurs ont observé une corrélation entre le niveau d'expression d'une protéine qui lie le calcium, donc c'est la calbidine D28K, et la néphrotoxicité induite par la cyclosporine A. La calbidine D28K a été identifiée en comparant des profils d'expression de reins sensibles ou non à la toxicité de la cyclosporine A et peut donc être considéré comme marqueur de cette néphrotoxicité. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner sur ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, vous me laissez vos commentaires. Merci et à bientôt.